Salut à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier. Je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. La Lanterne, c'est une influenceuse qui a 15 000 abonnés sur TikTok. Voilà, et dont certaines de ses vidéos se retrouvent sur YouTube. Sur YouTube, la chaîne a un petit peu moins d'audience, 1300 abonnés. En revanche, sur TikTok, elle a une grande audience. Et c'est une personne qui est régulièrement invitée sur les chats de certains apostats. Allez, viens, Safran, parce que tu fais du bruit. Voilà. Et nous, on a essayé de signaler le fait qu'elle tenait des propos qui étaient des propos que nous, on qualifie de problématiques. Et puis on nous a expliqué que non, qu'on traitait tout le monde de facho, etc. Ce qu'il faut, personne n'a traité de facho, cette femme. C'est complètement faux. Le fait est que la Lanterne, c'est pas n'importe qui, c'est une militante politique qui a été désignée par Conversano elle-même comme identitaire. Vous voyez, elle a été invitée chez Daniel Conversano il y a un mois. La Lanterne, la petite identitaire qui monte. Et le fait est qu'il existe un de ces shorts, une vidéo un petit peu courte là, qui dure 2 minutes 17. J'allais dire 2h17, non, j'aurais jamais pu. 2 minutes 17. Et moi, ce que je vous propose, c'est que on débunk proprement, on débunk avec des sources, on débunk avec des chiffres les propos qu'elle tient dans cette vidéo. L'idée n'est absolument pas de jeter l'opprobre sur cette jeune femme. Je ne sais pas qui c'est, elle est peut-être charmante au demeurant au quotidien, charmante dans le sens de gentille, j'entends. C'est peut-être quelqu'un de bienveillante, etc. Donc l'idée n'est pas du tout de faire une attaque à sa personne, mais simplement, c'est une vidéo qui, moi, me pose problème. Et ça me pose problème que, du coup, cette personne-là participe, du coup, à pas mal de lives chez les apostats, parce que ce qu'elle dit dans cette vidéo est profondément faux à plusieurs reprises. Et donc voilà, on va simplement se faire un petit travail de debunk. Le co-animateur est là. Et donc, je vous propose de découvrir ses propos. Voici la Lanterne. Comprendre l'importance des femmes dans le combat identitaire. 1. Les femmes subissent Combat identitaire, elle le dit elle-même. plus les conséquences de l'immigration. En effet, lorsqu'on fait venir en France des hommes issus de cultures fondamentalement misogynes, les conséquences pour les femmes françaises sont catastrophiques. Bon, ça donne le ton. Donc, les femmes subissent les conséquences de l'immigration. On aurait pu espérer un petit discours de gauche en mode c'est les femmes qui subissent le plus de parcours compliqués pendant leur trajet, pendant l'exil, etc. Non, en réalité, du coup, les migrants viendraient avec leur culture misogyne et du coup, ça poserait des problèmes aux femmes françaises, donc aux femmes blanches. Bien. Pour eux, le consentement est une notion inconnue. La place des femmes dans la société est une aberration et la misogynie la plus crasse est profondément ancrée. Ce qui entraîne des comportements comme les agressions sexuelles, un refus de considérer à sa juste valeur le travail d'une femme, etc. 2. Voilà, donc on va s'arrêter là-dessus. Bon. Là, il y a quand même des affirmations essentialisantes, quoi. Il y aurait des personnes qui viendraient de certains pays, donc on comprend bien sûr c'est l'immigration nord-africaine qui est visée, qui seraient intrinsèquement, de façon essentialiste, plus violents, qui ne comprendraient pas ce que c'est que le consentement, etc. Problème de ça, c'est que c'est absolument invérifiable. Il existe des chiffres, des statistiques de viols dans les différents pays du monde. Premier problème, il s'agit des viols nationaux, des viols déclarés par la police. Donc la première des choses, c'est que on sait très bien que le nombre de viols déclarés à la police ne reflète pas le nombre d'agressions sexuelles et de viols qu'il y a dans un pays. Et donc les chiffres qu'on a sous les yeux sont à manier avec une très grande précaution. Typiquement, là, on voit que la Suède a fait un énorme travail justement sur la question de violence sexiste et sexuelle. Ils ont étendu la définition du viol à, un petit peu comme en France on l'a fait, la notion de désir mutuel, ça c'est pas encore dans la loi française, la notion d'absence de contrainte, etc. La justice suédoise s'est parée de moyens importants pour pouvoir permettre aux femmes justement de porter plainte et puis de pouvoir passer devant la justice. Et donc c'est comme ça qu'on se retrouve avec la Suède, deuxième pays qui déclare le plus grand taux de viol pour 100 000 habitants. Donc les chiffres du coup des agressions sexuelles, ils sont assez difficiles, malheureusement, à manier, très difficiles à manier. Ce qu'on peut voir, c'est qu'en France, on serait, entre 2018 je crois et 2022 il me semble, entre 16, à peu près autour de 16 viols pour 100 000 habitants. Et on ne peut pas faire de comparaison. On peut pas faire de comparaison parce que si on va justement dans les pays d'immigration du nord du Maghreb, par exemple, vous voyez le Maroc, là, on est à entre 3 et 5 viols, entre 3,5 et 5 viols pour 100 000 habitants. Mais ça, ce sont les chiffres déclarés par la police. Donc, vous voyez, ces chiffres-là, évidemment, sont probablement très loin de la réalité, comme les chiffres donnés pour la République française sont très loin de la réalité. Et donc, en fait, c'est assez difficile de pouvoir dire ces pays-là sont intrinsèquement des pays qui commettent plus de violences faites aux femmes. C'est très difficile à affirmer. Il y a d'autres critères qui nous permettent, en revanche, de se poser ce genre de questions. Est-ce que c'est des pays plus violents? Alors là, on a des critères qui, pour le coup, sont beaucoup mieux mesurés. Là, c'est le nombre d'homicides pour 100 000 habitants. Homicide ou féminicide. Donc, vous voyez,
cette liste-là, on peut lui faire un petit peu plus confiance, parce que pour le coup, c'est assez difficile d'envisager qu'un crime ne soit absolument pas judiciarisé, quel que soit le pays. En France, on voit qu'on est à 1,2 crimes pour 100 000 habitants. Et puis, on voit que c'est les mêmes taux pour l'Algérie, par exemple. Vous voyez, 1,2 pour 100 000 habitants, exactement les mêmes. Et pour le Maroc, on est exactement dans les mêmes valeurs, quoi, 1,4. Donc, a priori, il n'y a pas de raison d'envisager avec ces critères-là qui semblent être des critères quand même un petit peu plus fiables que les critères du nombre de viols. Et on voit que, en fait, ça n'apparaît pas, quoi. Ça n'apparaît absolument pas qu'il y aurait des cultures plus violentes naturellement. Ce serait comme dire actuellement, les morts qu'il y a au Salvador, c'est parce que les Salvadoriens sont naturellement violents. Mais il y a des guerres de gangs au Salvador qui sont issues de l'extrême pauvreté, etc. Et ça ne fait pas des Salvadoriens des personnes intrinsèquement plus violentes. Donc même s'il y avait eu des différences dans ces chiffres-là, mais on voit qu'il n'y en a pas, il aurait fallu être prudent dans cette interprétation. Et puis quand on va sur la page Wikipédia du viol, c'est un truc que vous connaissez par cœur parce qu'on a déjà parlé des milliers de fois ensemble. Néanmoins, ça vaut toujours le coup d'en parler. Parce que le profil sociologique des accusés de viol en cour d'assises est étudié en France. Et le facteur de religiosité, du coup, des immigrés n'apparaît absolument pas. Il y a une chose qui apparaît, c'est qu'il y a une surreprésentation des sans-papiers et des sans-abri dans les personnes qui sont déférées au tribunal. Est-ce que ça veut dire que les sans-papiers et les sans-abri sont intrinsèquement plus violents ? Non, il y a toute une série de facteurs qui l'expliquent, mais le facteur de la religiosité n'apparaît évidemment pas. Et c'est précisé dans les cours d'assises, on constate une très large surreprésentation des accusés issus de milieux populaires et une sous-représentation des accusés issus de milieux défavorisés. Et là, encore une fois, on a le discours de gauche qui pointe le bout de son nez, mais qui ne pointe pas le bout de son nez d'un point de vue opportuniste, qui répond simplement à une sorte de réalité de terrain. Ce qu'on voit, c'est que la grande majorité des personnes qui passent devant une cour d'assises sont des personnes issues de milieux défavorisés. Aïe, aïe, aïe. D'après une recherche auprès de 3 cours d'assises sur une période de 10 ans, dans les années 2000, on constate que sur 488 auteurs jugés, 62% avaient un parent ouvrier ou employé, 24% avaient parents artisans, commerçants ou agriculteurs, etc. Ça ne suffit pas non plus à éliminer tous les autres critères. Ça ne suffit pas non plus à dire on est absolument certain que le viol, c'est dû à la pauvreté. Ça ne suffit pas à dire ça. Ça veut dire quand même que c'est un critère qui est retenu, un critère qui a l'air intéressant. Ça peut aussi vouloir dire que dans les milieux bourgeois, on essaierait de régler ça en interne, par exemple. On peut aussi envisager ce genre, vous voyez, de critères sociaux. Le fait qu'il n'y ait pas de religion représentée, ça pourrait aussi sous-entendre que dans les familles religieuses, on essaye de garder ça dans une forme de secret. On sait très bien que les actes pédocriminels qui ont été commis par les prêtres ont été gardés au sein de l'Église qui a essayé de... Donc vous voyez, ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas affirmer que c'est ce critère-là qui est déterminant et qui permet d'identifier le profil d'une personne qui pourrait passer un jour à l'acte, mais néanmoins, ce dont on est absolument certain, c'est que le facteur de religiosité n'apparaît pas. Les musulmans ne sont pas plus agressifs ou plus violeurs que les autres. Rien ne l'affirme. En revanche, ce qui est affirmé, en considérant la situation professionnelle des auteurs au moment des faits. Donc 41% étaient des chômeurs, des invalides, des titulaires de minima sociaux ou encore des précaires, alternant des périodes de travail au noir, des petits emplois non qualifiés et des temps d'inactivité. Finalement, dans cette recherche, plus de 90% jugés appartiennent au milieu populaire. De plus, et là c'est intéressant, 20% des auteurs étaient totalement marginalisés au moment des faits, étrangers sans papier ou SDF. D'accord ? Voilà simplement ce qu'on lit. Ça ne dit absolument pas que les étrangers sont intrinsèquement plus violents. Si on retient les critères qui semblent être les critères les plus retenus, l'origine sociale semble être l'un des facteurs primordiaux. Donc ça, c'est vraiment la première des choses qu'on pourrait lui occulter, en fait. Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer une chose pareille ? Qu'est-ce qui lui permet d'affirmer que l'immigration entraîne du coup des vagues de violence et d'agressions sexuelles ? On sait en plus de ça, je vous avais déjà mis la liste des 9 articles dans ma réponse à Jordan X, que les rapports entre l'immigration et la criminalité ne sont absolument pas avérés. C'est le moins qu'on puisse dire, absolument pas avérés. Et puis si jamais vous le souhaitez, je mettrai en description de la chaîne YouTube, vous avez cet article, les violences conjugales, données épidémiologiques, qui est un article, vous cliquez sur le lien vers l'article en PDF, vous l'avez ici en entier, qui montre qu'il n'y a pas de rapport entre le facteur de religiosité ou l'immigration et le viol. Et donc, cette première partie, qui affirmerait que l'immigration a pour conséquence de mettre les femmes blanches en danger, elle est, a priori, complètement fausse. Ou en tout cas, basée sur rien. Effectivement, je l'avais expliqué face à Jordan X, tout à fait. Deuxième argument de la lanterne. Le grand remplacement se passe par le ventre des femmes. Ouais, bon voilà, j'aurais dû mettre un trigger warning. Le grand remplacement passe par le ventre des femmes. On va la laisser faire son deuxième argument jusqu'au bout. Bon.
Très simple. La notion de grand remplacement est le principe selon lequel une population extra-européenne a un taux de croissance plus élevé que la population autochtone. Bon. Très intéressant. Donc là, on va voir à quel point elle ne comprend pas les statistiques. Le grand remplacement, il est enfin défini par une personne qui parle du grand remplacement. D'habitude, il parle du grand remplacement comme un grand méchant loup. Là, c'est défini. Le grand remplacement, c'est le taux d'accroissement plus important d'une population étrangère par rapport à la population locale. Très bien. Eh bien, écoutez les arguments, vous allez voir que c'est complètement faux. Selon l'INSEE, la moyenne d'enfants par femme née en France est de 1,7 contre 2,5 par femme née au Maghreb et 3,3 pour les femmes nées dans d'autres pays d'Afrique. Faut pas avoir fait Centrale pour comprendre qu'on a un souci de natalité en France. Alors, faut pas avoir fait Centrale, mais il faut quand même avoir des toutes petites notions en statistique pour comprendre que tout ça est complètement aberrant. On va prendre, c'est tout à fait arbitraire, d'accord, une tranche d'âge entre 20 et 35 ans. Pourquoi 20 et 35 ans? Parce que c'est généralement entre 20 et 35 ans que les femmes ont des enfants. Bien sûr, on peut avoir des enfants avant 20 ans, bien sûr, on peut avoir des enfants avant 35 ans, mais pour simplifier l'exercice, on va prendre du coup la tranche d'âge suivante, entre 20 et 35 ans. Il y a actuellement à peu près, vous le voyez, 6 millions de femmes en France qui sont en âge de procréer. Un petit peu plus avec celles qui ont moins de 20 ans, bien sûr, mais en moyenne, c'est elles qui font des enfants. 6 millions de femmes. Bien, retenez ce chiffre, 6 millions. En France, la proportion d'immigrés, elle est de 10,3%. C'était les chiffres en 2022. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur ces 6 millions de femmes, on peut attendre, a priori, même si les immigrés viennent en général plus dans ces âges-là, d'ailleurs entre 20 et 35 ans, il y en a peut-être un chouïa plus, mais a priori, on peut attendre 10% de 6 millions, c'est-à-dire 600 000 actuellement femmes immigrées en France pour 540 000 femmes françaises, 5 400 000 femmes françaises. Donc si ces 5 400 000 femmes françaises font 1,7 enfants en moyenne, ça veut dire que on peut espérer, au cours de leur existence, à peu près 9 millions de naissances. Bien. Si on va prendre, donc elle a donné deux chiffres, 2,5 et 3,3, on va considérer que les 600 000 femmes immigrées en France font 3,3 enfants chacune. C'est une fourchette très haute, bien sûr. On peut attendre une taux de natalité autour de 2 millions de naissances. Donc, la population française, avec les données démographiques actuelles, croît 5 fois plus que la population étrangère. Il ne suffit pas de parler des chiffres de la natalité, parce qu'on n'est pas en même nombre. Alors c'est sûr que si on était 30 millions de Français, 30 millions d'immigrés, bah oui, là les chiffres seraient comparables. Le chiffre d'1,7 enfants par femme serait comparable avec le chiffre de 3,3. Mais là autrement, c'est une panique. C'est une panique d'extrême droite. Bah Yoga, le problème c'est que cette démonstration que je fais là, je l'ai vue nulle part. Tu vois, j'ai vu nulle part des gens qui disent, attendez, le grand remplacement, voyons les chiffres en fait. Vous parlez de la natalité, faisons les chiffres, faisons les calculs. Eh ben non, il n'y a pas de taux d'accroissement de la population immigrée plus importante que le taux d'accroissement de la population française. C'est faux. Et encore une fois, on ne parle pas d'ethnie. 3. Les femmes... On parle pas de qui? Comprendre qu'on a un souci de natalité en France. Et encore une fois, on ne parle pas d'ethnie. 3. On parle pas d'ethnie. Non, pas d'ethnie. Alors, on précise que c'est les Maghrébins et les Africains du Nord, mais on parle pas d'ethnie. Les femmes éduquent les prochaines générations. Malgré la propagande féministe qui vise à retirer l'éducation des enfants aux femmes... Hein? Alors? Qu'est-ce que vous avez à dire, les féministes? Vous voulez retirer l'éducation des enfants aux femmes? Vous l'aviez pas vu venir, celle-là. Hein. Alors, les féministes? Hein? Ça veut nous retirer... Ça veut donner l'éducation des enfants aux hommes? What the fuck? Bah, j'attends vos excuses, hein, les féministes, là, dans le chat. Hein? Parce que quand je fais des vidéos sur YouTube et que je vous mets au pied du mur avec mes bons arguments de mascu, je comprends que vous me répondiez pas, mais là, vous êtes présentes, là. Hein? Alors, les féministes avec les cheveux bleus, là, qui veulent retirer l'éducation des enfants aux femmes. Ah là 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 là. Les femmes sont encore majoritairement celles qui s'occupent le plus de l'éducation des enfants. Ce sont donc leurs valeurs, leurs morales qui sont inculquées à leur progéniture. Voilà, ça c'est un discours qu'on appelle un discours tradwife, à savoir du coup les femmes s'occupent des enfants, leur transmettent des valeurs morales et c'est le rôle de la femme de transmettre les valeurs morales à l'enfant. On est dans un discours tradwife. Si les femmes ne prennent pas conscience de la réalité... Non, claqué au sol. Moi j'ai déjà été en couple 2 fois avec des femmes qui avaient des enfants en bas âge. Ouais, c'est fou, c'est fou. Ne refilez pas les enfants. Hein. On partage, c'est déjà bien. 50-50, c'est très bien. Politiques d'aujourd'hui et promeuvent un vivre ensemble qui n'existe que dans les fantasmes d'une élite bourgeoise ne côtoyant jamais nos chances pour la France. Voilà, donc l'immigration s'appelle les chances pour la France. Et du coup, il n'y a que les bourgeois qui ne côtoient pas les chances pour la France qui tiennent le discours du vivre ensemble. Et Jack Le Fou nous a dit « Ah non, c'est eux qui sont d'extrême droite. C'est Naïf versus Expert, Paduring et le Fou Allier qui sont d'extrême droite. Moi, je ne veux rien avoir à faire avec l'extrême droite. Elle intervient dans ses lives. C'est une catastrophe.
C'est catastrophique comme discours là, ce qui est tenu. Puis en plus de ça, vous savez, on me refait encore ce même discours. Tu verras si t'habites dans une cité, lol. J'habite plus dans une cité aujourd'hui, par ailleurs. Et je travaille littéralement toute la journée en Seine-Saint-Denis et en Eure-et-Loire. Enfin, je veux dire, s'il vous plaît, quoi. Mon quotidien est dans les 2 départements les plus pauvres de France, dans lesquels il y a le plus haut taux d'immigration, s'il vous plaît, quoi. Le combat va être difficile à mener. En effet, les femmes doivent être conscientes de ces enjeux pour former la prochaine génération au combat pour la défense de notre civilisation contre le grand remplacement et l'islamisme. Ah, vous allez former notre génération au combat, s'il vous plaît, les femmes, hein, les féministes, au lieu de vouloir retirer l'éducation des enfants aux femmes et la donner aux hommes. Alors, on vous regarde, hein. On est dans le discours du réarmement démographique, on est vraiment dans le discours de guerre, quoi. La femme comme outil de guerre, la femme ramenée à son utérus, la femme doit faire des enfants avec des blancs, vous allez voir, elle le précise après, hein. Faites pas d'enfants métis, s'il vous plaît, pour pouvoir nous protéger de la menace de l'islamisme. Alors, des attentats islamistes, on en a eu, hein, évidemment, en Europe, c'est dramatique. Qu'on laissait des traces. Il y en a eu quand même pas mal, hein. En particulier en France, les années 86, ça a été absolument dramatique en France en particulier. Mais pas que. Il y a eu toute une liste d'attentats effectivement islamistes en France et en Europe d'ailleurs, qui sont inquiétants, qui sont fondamentalement inquiétants, qui dénotent de quoi? Qui dénotent qu'il existe, chez une frange du coup de la population, une montée effectivement de la radicalisation religieuse, et c'est inquiétant. Et ça mérite de se pencher évidemment sur la question, et ça mérite de se battre contre ça. La liste des attentats islamistes en France, vous voyez, elle est quand même chargée. Mais la liste des attentats terroristes d'extrême droite, elle est quand même assez chargée aussi en France. Donc là, pour l'instant, la page Wikipédia n'est pas remplie, mais on m'a envoyé un article que je vous montrerai. Elle existe quand même. Alors là, ça doit être en Europe, j'ai l'impression. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais terrorisme. C'est-à-dire qu'en fait, quand on les entend dénoncer les actes terroristes, et c'est bien normal de dénoncer les actes terroristes, ce qui s'est passé au Bataclan a été traumatisant. Traumatisant pour moi, traumatisant pour vous, évidemment. En fait, il n'y a pas de raison de ne pas dénoncer tous les attentats terroristes. Et ce qu'on s'aperçoit quand on s'intéresse justement à la question du terrorisme, alors ça n'est pas ma spécialité, mais c'est celle de mon frère. C'est littéralement le travail de mon frère, c'est le terrorisme. C'est son boulot. Il n'est pas terroriste. Il étudie le terrorisme. Le travail de mon frère, c'est pas d'être terroriste. Salut Flotti. On s'aperçoit de quoi? On s'aperçoit qu'il y a des points communs très très importants entre les terrorismes qui soient à motif, je sais pas, islamiste, à motif intégriste religieux, chez n'importe quelle religion, à motif politique, à idéologie politique, etc. Et donc en fait, moi je suis toujours un petit peu agacé quand il y a du coup une sorte d'essentialisation, de récupération des attentats spécifiquement du coup des attentats terroristes islamistes pour pouvoir dire non mais nous on lutte pour la protection des citoyens. En fait, si vous voulez lutter contre l'émergence du terrorisme, il faut comprendre du coup la naissance du terrorisme. Il faut comprendre comment les gens se radicalisent dans une pensée, dans une croyance, qu'elle soit religieuse, qu'elle soit politique ou qu'elle soit de haine pure. Hein, d'accord, il y a des attentats LGBT également qui existent. Hein. Et du coup, si on se pose la question du coup de comment on lutte contre ça, l'un des premiers facteurs qui est avancé par les personnes qui font de la recherche sur le terrorisme, pour lutter contre le terrorisme, c'est une amélioration des systèmes éducatifs d'un État. Une amélioration fondamentale des systèmes éducatifs d'un État, avec une lutte contre les nationalismes également, qui est très souvent avancée. Et il n'y a que comme ça, en fait, qu'on peut avoir éventuellement une action sur la majorité des différentes formes de terrorisme. Et puis ensuite, vous avez des sociologues qui s'intéressent au terrorisme à motif islamiste et qui, à chaque fois, arrivent à remonter à la naissance de ces groupes armés qui est très souvent consécutive à une présence militaire d'un État étranger. Et donc, il faut aussi avoir un discours anti-impérialiste pour pouvoir lutter contre le terrorisme. Il ne suffit pas juste de dire, d'avoir des discours qui vont stigmatiser une population musulmane, en l'occurrence, pour pouvoir dire je lutte contre le terrorisme. Donc, c'est très bien de dénoncer, évidemment, les attentats islamistes. C'est même fondamental. On a été traumatisé en tant que pays par les attentats qu'il y a eu sur notre sol. Mais si on veut réfléchir à la question justement du terrorisme, et si ce qu'on souhaite réellement c'est diminuer du coup le terrorisme, eh ben il y a des solutions. Et encore une fois, c'est des solutions de gauche. Il ne s'agit pas de rajouter des flics dans le pays en se disant s'il y avait plus de flics, on empêcherait le terrorisme. Il s'agirait d'agir à la racine. Bref. Je lis un petit peu aux commentaires en même temps. Et enfin. Ce sont les vrais enjeux de notre siècle, non déplaise aux échos anxieux. 4. Les femmes... Ah, l'écologie n'est pas l'enjeu du siècle. Bon, très bien. On ne vit pas sur la même planète, à la limite. 4. Donc les femmes, c'est la solution. C'est la solution à quoi? Sont la solution aux problèmes identitaires. C'est facile. Il faut faire des enfants autochtones, les éduquer correctement. Faire des enfants autochtones, hein. Faites des enfants avec des blancs, hein. Non, mais c'est... Enfin, je veux dire, enfin... On comprend mieux pourquoi Conversano lui-même disait l'identitaire qui monte. Et donc cette femme intervient chez Jack le Fou, qui nous dit ne rien vouloir avoir à faire avec l'extrême droite. Il faut se positionner plus clairement, du coup, Jack, c'est important. C'est important pour que nous, on ait plus confiance en toi. C'est pour ça qu'on se méfie. On se méfie pas toi en tant que personne, t'es probablement une personne formidable, mais on se méfie toi à cause de ce genre d'invité, en fait, qu'il y a sur tes plateaux. Faites des enfants avec des blancs, hein.
leur donner plus de connaissances, leur inculquer des valeurs fortes et surtout leur transmettre l'amour de leur patrie et de leur civilisation. Mais surtout, il faut remonter la natalité des autochtones en choisissant un mari autochtone. Il faut aussi qu'elles prennent la parole. Il faut expliquer au grand public les conséquences de l'immigration et ne jamais... Bah, c'est ce qu'on fait avec Paduring, mais ça va pas vous plaire. ça va pas vous plaire, malheureusement. Se courber devant les menaces. Jeanne d'Arc, Catherine de Médicis, Blanche de Castille, Jeanne de Belleville nous regardent. Et Olympe de Gouges. Et Gisèle Halimi. Bah, il en manque. Il en manque dans la liste. Elles n'ont jamais baissé les bras pour la grandeur de notre civilisation. Prenons-les en exemple et soyons fiers d'être françaises, blanches et femmes. Bien. Que dire de plus? Que dire de plus? Des propos qui sont basés sur pas grand-chose, qui sont très faciles à contredire, qui relèvent vraiment de panique qu'on a l'habitude d'entendre dans des journaux très conservateurs, très à droite. On essaye de proposer une façon pour les apostats, de leur faire un espace qui soit un safe space aussi, parce qu'ils se sentent, je pense, en sécurité quand ils vont militer chez Jack, par exemple. Probablement parce que Jack les traite bien, qu'il les met en confiance, etc. Mais nous, on est aussi capable d'entendre votre parole, et on a un public, si jamais c'est important pour vous, les apostats qui nous regardent, on a un public qui n'ira jamais soupçonner dans votre discours de l'islamophobie ou de l'attaque contre l'islam. Et en ça, on pense que c'est safe de pouvoir militer chez nous. En ça, on pense que si vous voulez qu'on porte votre parole, on portera votre parole. Il n'y a aucun problème. Et on vous donnera la parole, comme je l'ai fait dans la vidéo que vous avez pu voir, qui a dû sortir hier sur la chaîne, où on a laissé la parole à Yaakov, où je ne l'ai pas interrompu, où je n'ai pas, remis en question les faits qui me décrivaient par rapport aux dérives du judaïsme, et de la même façon, je ne remettrai pas en question votre discours. Mais on peut le faire dans un cadre qui est un cadre dans lequel on n'invitera pas de personnes qui tiennent des discours, on peut le dire, identitaires, en l'occurrence, qui font que votre discours est aussi inaudible par la gauche. Parce que c'est pas que la gauche qui est lâche par rapport à l'apostasie musulmane, pas du tout. Peut-être qu'il y a une forme de clientélisme politique du côté de la gauche qui refuse de s'adresser à toute question qui concerne l'islam par peur, mais nous, c'est pas notre cas. Nous, on n'est pas encarté dans un parti. Nous, on est complètement libre, on ne représente personne d'autre que nous. Donc vous pouvez en fait nous faire confiance, cesser de dire que la gauche soutient l'islamisme, parce que c'est complètement faux. C'est parfaitement faux. Je vous le dis, vous vous trompez complètement. Et si vous pensez que moi-même je suis une personne qui soutient l'islamisme, vous vous trompez radicalement, vous ne me connaissez pas ma vie, vous vous trompez complètement. Donc on vous propose cet espace. Si vous le souhaitez, il est à vous. D'accord ? Je vais recevoir d'ailleurs un apostat de la religion musulmane prochainement. Et vous avez la possibilité de vous exprimer dans ces espaces-là. Et on n'essaiera pas de faire de la récupération politique de vos discours, comprenez-le bien. Mais simplement, on le fera dans un espace qui ne laissera aucun doute aux spectateurs qui regarderont vos propos sur vos intentions. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. J'espère que cette petite vidéo, j'en sais rien, peut-être un quart d'heure, vous a plu. Je vous souhaite de prendre soin de vous et je vous dis à très vite. Salut.